Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à Louis-Ferdinand de France, dauphin du royaume de France, fils aîné et seul survivant du roi Louis XV et de son épouse la reine Marie Lisinska. Fils de roi, père de roi, Louis-Ferdinand de France est élevé toute sa vie pour succéder à son père. Cependant, il meurt avant de pouvoir monter sur le trône. Mais trois de ses fils deviennent rois de France. Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Vous voulez en savoir plus sur Louis-Ferdinand de France? Venez avec moi. Louis XV, marié en 1725 alors qu'il a à peine 15 ans, mais montrant un enthousiasme certain à remplir ses devoirs conjugaux. Il devient père très tôt. Dès 1726, la reine est enceinte. La déception est grande, car elle ne met pas au monde le fils tant attendu, mais des jumelles, Élisabeth et Henriette. Le jeune roi, amoureux et galant, fait taire les mauvaises langues en affirmant: On avait dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant, eh bien j'ai fait coup double. Peu de mois après, la reine, de nouveau enceinte, donne encore une fois naissance à une fille, Marie-Louise. De nouveau, le roi défend sa femme et affecte de prendre les choses avec plaisanterie, en demandant à la reine de donner rendez-vous pour l'année prochaine à son médecin accoucheur. Mais cela n'empêche pas les médisances. La reine se retrouve enceinte une troisième fois au début de l'année suivante. Et ce quatrième enfant, le premier fils du couple royal, né le 4 septembre 1729, le roi Louis XV n'ayant alors que 19 ans. L'enfant est baptisé à Versailles 8 ans plus tard, le 27 avril 1737, avec pour parrain le duc d'Orléans et pour marraine la princesse de Condé. La naissance de Louis a assuré le trône et la position de sa mère, Marie Ledzinska, à la cour, qui était auparavant précaire en raison de la naissance de trois filles consécutives avant la naissance du dauphin. Sa venue au monde soulève dans le royaume de France une onde de joie. La succession est assurée. Un frère cadet, Philippe, vient au monde 2 ans plus tard, mais meurt en bas âge. Louis fut baptisé en privé et sans nom par le cardinal Armand de Rohan. Le 27 avril 1737, alors qu'il avait 7 ans, eut lieu la cérémonie publique des autres rites baptismaux. C'est à ce moment qu'il reçut les noms de Louis Ferdinand. La gouvernante de Louis Ferdinand était Madame de Ventadour, qui avait été auparavant gouvernante de son père. À l'âge de 7 ans, le duc de Châtillon est nommé son gouverneur, le comte de Mouy est nommé sous-gouverneur et Jean-François Boyer, ancien évêque de Mirepoix, est nommé précepteur. Dès son plus jeune âge, Louis-Ferdinand s'intéresse beaucoup aux arts militaires. Il fut amèrement déçu lorsque son père ne l'autorise pas à participer à la campagne de 1744 dans la guerre de succession d'Autriche. Lorsque son père tombe mortellement malade de fièvre à Metz, Louis-Ferdinand désobéit aux ordres et se rend à son chevet. Cette action irréfléchie, qui aurait pu entraîner la mort de Louis et de son père Louis XV, a entraîné un changement permanent dans les relations entre le père et le fils. Jusque-là, Louis XV avait adoré son fils, mais maintenant la relation était plus distante. Il était très proche de ses trois sœurs aînées. Louis-Ferdinand de France fut un élève très brillant, il avait une excellente connaissance du latin, il parlait couramment l'anglais, chose rare pour un prince de son époque, et excellait dans nombre d'autres disciplines. En revanche, il détestait l'activité physique et renonça même à la chasse après avoir tué par mégarde un de ses hommes. Il accorde sa protection à la veuve et aux descendants du malheureux, et une pension fut versée par les différents gouvernements jusqu'à l'extinction de la lignée de la victime sous la Troisième République. Le prince devient, comme ses sœurs, un excellent musicien. Mais dès qu'on le met à l'épreuve, on se rend compte de son sentiment de supériorité et de son excellente mémoire, cependant entaché par un manque de jugement et des certitudes qui n'étaient effleurées d'aucun doute ou remise en question. Louis XV entre souvent en conflit avec ce fils orgueilleux, affichant de très hautes ambitions. Quand la question lui est posée auquel de ses ancêtres il aimerait ressembler, il répond sans hésitation Saint Louis. Je voudrais bien devenir un saint comme lui. Ses éducateurs parviennent à le raisonner et à le contenir grâce à la religion. Jusqu'à l'âge de 30 ans, le dauphin Louis-Ferdinand de France, quatrième enfant et premier fils de Louis XV et de Marie Lesinska, a toujours été plutôt enveloppé, un embonpoint corrigé par sa haute taille, mais favorisé par une nourriture trop abondante et le manque d'exercice physique. Dès son plus jeune âge, le dauphin de France se montre excessif dans tous les domaines, à commencer par la religion, où il devient éperdument dévot, d'une dévotion profonde et formelle, haïssant la chasse, les fêtes, le jeu, la danse et les infidélités de son père. Il se plaisait dans les livres et l'austérité, l'exact contraire de son père Louis XV.
Étant le seul fils survivant du couple royal, Louis-Ferdinand de France est adulé par sa mère et ses sœurs, enfant orgueilleux, voire tyrannique, mais très pieux. Il a 7 ans quand le roi, son père, fait paraître ouvertement à la cour sa première favorite, la comtesse de Mailly. Celle-ci est bientôt supplantée dans le cœur du roi par sa sœur, la comtesse de Vitimille, laquelle meurt en couche en 1741. La sœur des deux précédentes, la marquise de la Tournelle, bientôt titrée duchesse de Châteauroux, lui succède dans le lit du roi. Louis-Ferdinand de France a 9 ans quand ses 4 plus jeunes sœurs quittent la cour pour l'abbaye de Fontevraud, où elles doivent être éduquées. Ne restent à la cour que ses aînées, les jumelles Mesdames Élisabeth et Henriette, et sa cadette, Madame Adélaïde. Très affecté par la séparation officieuse de ses parents, l'adultère du roi et la résignation de sa mère, Louis-Ferdinand de France s'exprime ne jamais vouloir ressembler à son père, optant dès son enfance pour une dévotion profonde et assumée. Désirant laver l'affront que le duc de Bourbon avait commis envers la cour d'Espagne en rompant arbitrairement les fiançailles du roi, Louis XV s'était engagé à marier sa fille aînée à un infant d'Espagne et son fils à une des infantes. Ainsi, Madame Première est mariée dès qu'elle fut nubile à 12 ans à l'infant Philippe de Bourbon, futur duc de Parme en 1739. Mariage peu brillant pour une princesse de France, puisque l'infant, étant le troisième des fils survivants du roi, était un cadet sans réel avenir. Comme la survie de la lignée reposait sur Louis-Ferdinand de France, on décide de le marier dès l'âge de 15 ans. Les princesses de Savoie, Éléonore et Marie-Louise, filles de Charles-Emmanuel III, prince du Piémont, duc de Savoie et roi de Sardaigne, voisines et cousines, semblent toutes désignées. Mais la politique de réconciliation entre les deux branches Bourbon françaises et espagnoles, dont les relations sont tendues depuis la rupture des fiançailles de Louis XV, perd du dauphin avec l'infante Maria Anna de Victoire l'année suivante. En 1744, Louis XV négocie un mariage entre son fils de 15 ans et l'infante Maria Teresa Rafaela d'Espagne, âgée de 19 ans, fille du roi Philippe V d'Espagne et de son épouse italienne Elisabeth Farnèse, cousine germaine de Louis XV. Le contrat de mariage fut signé le 13 décembre 1744. Le mariage fut célébré par procuration à Madrid le 18 décembre 1744 et en personne à Versailles le 23 février 1745. Louis-Ferdinand de France et Maria Teresa Rafaela d'Espagne étaient bien assortis et avaient une réelle affection l'un pour l'autre. Ils eurent une fille, la princesse Marie-Thérèse de France. 3 jours après la naissance de leur fille, la dauphine Maria Teresa Rafaela meurt le 22 juillet 1746. Louis-Ferdinand de France n'avait que 16 ans. Il pleure intensément la perte de sa femme, mais sa responsabilité de pouvoir à la succession de la couronne de France exige qu'il se remarie rapidement. Le 11 mai 1745, à Fontenoy, dans le Hainaut belge, près de Tournai, les Français, sous le commandement du maréchal Maurice de Saxe, remportent une victoire sur une coalition anglo-austro-hollandaise. Dès le 9 mai, le maréchal de Saxe a habilement choisi le terrain et disposé ses troupes. Le duc de Cumberland dispose ses hommes de façon classique, en ligne mince face aux Français. La bataille commence dès la dissipation des brumes matinales par une canonnade de 2 heures. Ensuite, monte à l'attaque l'infanterie alliée. Suite à l'échec de plusieurs attaques ciblées, Cumberland ordonne une attaque en masse vers midi. Les combattants se jettent dans une mêlée furieuse et sanglante. Le maréchal de Saxe fait alors la démonstration de son talent de stratège et remporte une victoire éclatante. La bataille décisive quant à l'issue de la guerre de succession d'Autriche se déroule en présence, fait rarissime, du roi Louis XV et de son fils, le dauphin de 15 ans. Le soir de la bataille, comme celui-ci manifeste une joie débordante à l'évocation des combats, son père le sermonne avec une sagesse inaccoutumée. Voyez tout le sang qui coûte, un triomphe. Le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes. Une vraie gloire, c'est de l'épargner. Sur les conseils du maréchal Maurice de Saxe, héros de la guerre de succession d'Autriche, et de la marquise de Pompadour, qui souhaite se rapprocher de la famille royale, le roi choisit comme seconde épouse de son fils Marie-Joseph de Saxe, fille du roi de Pologne Frédéric III et nièce de Maurice de Saxe. Cette jeune femme, saine, gaie, active et intelligente, était une âme forte, au cœur généreux. Le mariage est célébré à Versailles le 9 février 1747. Le dauphin est âgé de 18 ans et la dauphine de 16 ans. La Saxe-Pologne était opposée à la France pendant la guerre de succession d'Autriche qui dévastait l'Europe centrale depuis 7 ans.
Le mariage saxon permettrait une réconciliation entre la Saxe-Pologne et la France. La France, alliée de la Pologne, retrouverait son influence dans l'est de l'Europe dominée par l'Autriche et la Russie, qui devenait une grande puissance. La dauphine réussit à apaiser l'esprit de Louis-Ferdinand de France et à atténuer les tensions familiales, obtenant la reconnaissance de Louis XV. Et par-dessus tout, sa fécondité met fin aux angoisses d'extinction de la lignée des Bourbons. Une première fille fut suivie de 4 garçons. Même si l'aîné meurt rapidement, les 3 suivants seront appelés à régner sur la France sous les noms de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. À partir de l'attentat de Damiens contre le roi en 1757, Louis-Ferdinand de France fut invité à participer aux séances du Conseil du roi, où il se fait remarquer par ses positions cléricales conseillant la fermeté face au conservatisme des parlementaires. Très proche de sa mère, qui souffrait des adultères du roi avec une dignité ostentatoire, Louis-Ferdinand de France était le centre du parti dévot, qui condamnait autant la politique que la vie privée du roi. Le prince et ses sœurs ne se gênaient pas pour montrer leur mépris à la marquise de Pompadour, qui, elle, soutenait le parti des philosophes. Ses sœurs et lui-même avaient surnommé la favorite Madame Putain. Si la dauphine Marie-Thérèse s'associe avec ardeur à la hargne des enfants royaux, la dauphine Marie-Joseph de Saxe, qui devait son mariage à la marquise de Pompadour, mais était aussi une jeune femme intelligente et délicate, sut garder une certaine contenance et éviter des tensions au sein de la famille royale. Jusqu'au printemps 1765, la santé du dauphin ne donne pas de signe d'inquiétude. Ainsi, au mois de juillet, la cour se rend à Compiègne pour assister aux manœuvres militaires annuelles. Le dauphin chevauche à la tête du régiment Drago-Dauphin, dont il est le colonel. Cependant, au mois d'août, il s'enrhume après s'être échauffé au cours d'un de ses exercices guerriers, dont il rejoint le conseil sans avoir pris le temps d'ôter ses habits mouillés. Pris de fièvre, il doit s'aliter. Guéri quelques jours plus tard, il ne cesse cependant de tousser. En septembre, de retour à Versailles, le dauphin est en proie à une crise de dysenterie et toujours sujet à une forte toux. Louis XV lui envoie son premier médecin, mais ce dernier est éconduit par le prince. Il refuse l'offre de son père qui lui propose d'annuler le séjour d'automne à Fontainebleau, affirmant au contraire que le bon air lui sera salutaire. Hélas, la santé du dauphin se dégrade rapidement. Trop sédentaire, sans énergie, s'alourdissant avec une prise de poids conséquente. Sa corpulence naturelle tourne à l'obésité. Mais pas plus que son entourage, le roi ne peut se cacher plus longtemps la vérité. Le dauphin est sévèrement atteint aux poumons. Sans doute souffrait-il d'une bronchite chronique ou d'une pneumonie. Peut-être la tuberculose. Il est pris d'incessantes et douloureuses quintes de toux, crache du sang, respire avec une difficulté croissante. Il est condamné à brève échéance. La famille tente de laisser aussi longtemps que possible la reine Marie-Joseph de Saxe dans l'ignorance du triste pronostic. Infiniment pieux et dévot, Louis-Ferdinand de France se prépare avec sérénité à une fin prochaine, qui ne cherche pas à se dissimuler. À cause de sa maladie, une partie de la cour est retenue à Fontainebleau. Il s'en désole. Son père tente de le rassurer et pour oublier la dure réalité, se livre à des calculs d'astronomie avec son ami le savant Cassini de Thury. Celui-ci est le témoin de ces interminables journées qu'il partage avec le roi couché dans un fauteuil. La mort dans l'âme, puis faisant bonne mine par courage. Le 13 novembre, le dauphin est au plus mal et demande à recevoir les derniers sacrements. Mais il lui faudra plusieurs semaines avant d'être délivré de ses souffrances. Le 19 décembre, les médecins condamnent sa porte aux proches. Entre 2 accès de délire, le mourant revient à lui. Il s'éteint le 20 décembre à 8 heures du matin, assisté par son ami, le cardinal Paul de Luynes, archevêque de Sens. Il est mort à l'âge de 36 ans, quelques jours avant Noël, qu'il espérait tant pouvoir encore fêter en compagnie de sa chère épouse et de ses enfants. À l'annonce du décès de l'héritier de la couronne, conformément à l'étiquette qui interdit aux membres de la famille royale de résider dans un lieu où repose un cadavre, Louis XV et les siens regagnent Versailles. Désormais, le nouveau dauphin est le jeune duc de Berry, âgé de 11 ans, fils du défunt, qui montera sur le trône sous le nom de Louis XVI. Comme on l'a vu, malgré sa qualité de dauphin de France, Louis-Ferdinand de France est tenu à l'écart des affaires gouvernementales par son père, notamment à cause de sa proximité avec les dévots, groupe d'hommes à l'esprit tourné entièrement en direction du religieux.
Louis-Ferdinand de France meurt à Fontainebleau en 1765 âgé de 36 ans. Son fils aîné, Louis-Auguste de France, duc de Berry, devient le nouveau dauphin, montant sur le trône en 1774 sous le nom de Louis XVI. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.